Okay, all right, let's begin this half hour with a check of the headlines. The Kennedy Center quickly added President Trump's name to the front of its Performing Arts building on Friday, just one day after the center's board voted to make the change. The president had said he was surprised the board that was mostly handpicked by the president honored him this way. Critics of the vote say only Congress can change the name of the living memorial to former President John F. Kennedy. Several members of the Kennedy family have publicly pushed back against the name change. Un acte délibéré de changement de nom, contraire à une norme fédérale établie, a modifié le cours prévu pour une institution culturelle centrale des États-Unis. À la mi-décembre 2025, lors d'une réunion du conseil d'administration du Kennedy Center à Washington, une procédure formellement administrative a pris une tournure inattendue en aboutissant à l'approbation d'un changement de nom de l'institution, contrairement à une norme fédérale spécifique. Cet épisode a impliqué l'ajout du nom du président Donald Trump à la dénomination officielle du centre culturel, dont le nom, en vertu d'une disposition légale, est exclusivement dédié à la mémoire de John F. Kennedy. La mesure a été approuvée par des membres nommés politiquement, tandis que des représentants ayant un mandat au Congrès, comme la députée Joyce Beatty, ont vu leur microphone coupé au moment où ils tentaient d'enregistrer des objections formelles. La session, qui devait suivre les règles de procédure, s'est terminée par la publication d'une décision unanime, un résultat qui, selon les participants, ne reflète pas la position réelle de toutes les personnes présentes. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La décision a déclenché des alertes sur l'utilisation stratégique de postes nommés pour modifier de manière pratique des jalons déjà consolidés par la législation approuvée par le Congrès. Au cours de la même semaine, une action en justice a été intentée par des organisations juridiques ayant un historique de litige constitutionnel, dont l'auteur était un membre légitime du Conseil et représentant du pouvoir législatif. La requête fait valoir que la décision prise lors de la réunion viole de manière flagrante le texte de la loi fédérale qui régit l'identité du Kennedy Center, dont la fonction commémorative est liée à la figure de John F. Kennedy en tant qu'hommage institutionnalisé par la loi. La loi en question ne se contente pas de nommer l'institution. Elle interdit également toute modification matérielle de sa structure, y compris les plaques, les panneaux et les marques visuelles. Le changement promu lors de la réunion, en plus d'être contraire à cette disposition, n'aurait pas suivi les procédures de vote régulières ni garanti un espace de délibération ouvert. Selon la requête présentée, cet acte constitue une infraction formelle susceptible d'être annulée par voie judiciaire, notamment parce qu'il a été mené dans un environnement où le contradictoire a été compromis. L'argument central de l'action ne repose pas uniquement sur la lettre de la loi, mais sur la défense de l'intégrité des décisions qui doivent représenter l'équilibre entre les pouvoirs de la République, en particulier lorsqu'elles concernent la mémoire publique et les repères culturels, soutenus par une législation approuvée à la majorité parlementaire. L'action a pris de l'ampleur en quelques jours, non seulement en raison de son contenu juridique, mais aussi parce qu'elle représente un tournant dans la manière dont les litiges sont menés dans les environnements institutionnels. La fréquence avec laquelle les noms et les symboles publics font l'objet de litiges par le biais de nominations stratégiques a été soulignée par les analystes comme un signe du déplacement de la politique vers des sphères moins transparentes du fonctionnement administratif. Dans ce cas, l'utilisation du conseil d'un centre culturel comme scène d'une intervention à forte charge émotionnelle a relancé les débats sur les limites de l'autorité déléguée à des postes non électifs. La présence de représentants parlementaires au conseil, prévue par la loi, a précisément permis au pouvoir judiciaire d'intervenir sur la base de la légitimité de la représentation formelle. Il s'agit donc d'un conflit qui dépasse le cas isolé, renvoyant à la tension croissante entre les structures nommées et les instances légitimées par le vote. La manière dont cette tension s'articule autour des institutions culturelles, généralement éloignées du centre des disputes politiques directes, renforce encore davantage le sentiment que les frontières sont testées sur plusieurs fronts.
souvent par des gestes discrets, mais ayant un impact institutionnel important. Dans ce cas, le conflit ne porte pas sur la figure de John F. Kennedy ou de Donald Trump en soi, mais sur ce que représente la possibilité de modifier unilatéralement un monument public fédéral. Le remplacement des noms sur les bâtiments, les places et les institutions n'est pas un phénomène nouveau, mais il prend une tournure particulière lorsqu'il implique le non-respect délibéré de normes juridiques explicites. Dans les contextes démocratiques, le changement de nom des espaces publics suit généralement des rituels de consultation, de débat et, souvent, d'approbation législative. La tentative de modifier ce processus par une décision de la direction, même si elle semble légale en interne, remet en question l'équilibre entre l'autonomie administrative et la subordination à la loi supérieure. C'est le point central souligné par les auteurs de l'action en justice, qui ont cherché à mettre en évidence non seulement l'irrégularité de l'acte, mais aussi ses répercussions systémiques. La controverse suscitée ne s'est pas limitée au domaine juridique. Diverses organisations culturelles, parlementaires et universitaires se sont exprimées sur les risques de précédents, permettant des changements structurels dans les institutions publiques sans le soutien normatif approprié. Le choix d'engager un litige sur la base de la légitimité d'une curatrice parlementaire, conformément à la composition légale du Conseil, représentait une stratégie juridique visant à obtenir un effet contraignant plus large. La députée, en tant que membre du pouvoir législatif et membre officiel du Conseil, représente une intersection rare entre les pouvoirs, une condition qui peut renforcer la position procédurale de la demande. En outre, l'historique des précédentes actions en justice contre le même groupe d'intérêts a renforcé la perception que cet épisode n'est pas isolé, mais s'inscrit dans un schéma plus large de tension entre la légalité formelle et la tentative d'étendre l'influence par des voies parallèles. Les auteurs de l'action, qui ont déjà plaidé dans des affaires constitutionnelles et des litiges contre des abus d'autorité administrative, ont souligné que, même dans les cas où il y a eu une résistance initiale à l'exécution des décisions, le système juridique a démontré sa capacité à imposer la conformité, même si c'est tardivement ou par le biais d'ordonnances répétées. C'est cette accumulation de décisions judiciaires antérieures qui soutient l'espoir d'une annulation de l'acte, même face à la possibilité d'un non-respect initial. Cette évolution procédurale renforce l'importance d'observer attentivement les canaux institutionnels par lesquels les litiges se déroulent, en particulier lorsqu'ils impliquent des structures publiques soutenues par la législation fédérale. Des cas comme celui-ci montrent que l'arène des conflits politiques et institutionnels est de plus en plus présente dans des espaces traditionnellement considérés comme neutres ou techniques. Le fait que la modification ait été présentée comme une procédure interne du Conseil n'élimine pas sa portée et ne neutralise pas non plus la nécessité d'un contrôle de légalité. Cet épisode relance ainsi les discussions sur l'étendue des pouvoirs conférés aux postes nommés et sur les mécanismes disponibles pour contenir d'éventuels détournements de l'objectif institutionnel. Bien que les répercussions initiales se soient concentrées sur les aspects liés au changement de nom, les développements juridiques et institutionnels indiquent un champ de controverse plus profond, celui de la définition de qui a l'autorité légitime pour façonner les repères de la mémoire publique dans les environnements démocratiques. Dans un contexte où de tels épisodes deviennent de plus en plus fréquents, il est essentiel de suivre les développements en prêtant attention aux détails formels et aux implications à long terme. L'analyse continue d'actions comme celle-ci permet de comprendre non seulement le cas lui-même, mais aussi les schémas qui s'établissent autour de lui. C'est pourquoi les initiatives journalistiques consacrées au suivi rigoureux des faits institutionnels gagnent en importance. La construction d'une mémoire civique critique commence par l'attention portée à des épisodes qui, même s'ils semblent localisés, ont des conséquences sur le fonctionnement du système dans son ensemble. À partir de là, l'épisode concernant la tentative de renommer le Kennedy Center prend une dimension plus large en s'inscrivant dans une série d'événements récents qui mettent en évidence la reconfiguration des mécanismes institutionnels par le biais de conseils d'administration et de structures nommées
Outre sa fonction culturelle, le centre en question est régi par une loi fédérale qui définit non seulement sa mission, mais aussi les limites de son identité. La loi qui a créé le Kennedy Center stipule sans équivoque qu'il doit fonctionner comme un mémorial permanent au président John F. Kennedy, dont le nom est officiellement inscrit comme partie intégrante de sa dénomination. Cette disposition légale ne sert pas seulement de norme descriptive, mais aussi de garantie de l'intégrité de l'institution. Pour cette raison, les changements de nomenclature ne sont pas seulement administratifs, ils sont considérés comme des modifications de nature juridique et sont donc soumis à l'approbation du Congrès. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'action des administrateurs ex officio, parmi lesquels figurent des membres du pouvoir législatif qui, en vertu de la loi, font partie du conseil d'administration du centre. La présence de représentants élus dans ce type d'instance administrative remplit une fonction spécifique: garantir que les décisions susceptibles d'avoir un impact politique ou institutionnel n'échappent pas complètement au contrôle public et législatif. La tentative de faire taire la députée Joyce Beatty pendant la réunion n'est donc pas seulement un incident protocolaire, mais un geste aux implications institutionnelles plus profondes, car il compromet l'exercice d'une fonction publique directement liée à la supervision du Congrès. Cette ingérence, en compromettant le contradictoire, affaiblit la légitimité même des décisions prises dans cet espace, ouvrant la voie à une judiciarisation fondée sur un vice de procédure. La convergence entre les éléments juridiques et politiques de cet épisode montre clairement que l'affaire dépasse le cadre du Kennedy Center en tant qu'entité isolée. La présence d'organisations telles que Democracy Defenders Action et le Washington Litigation Group dans le litige reflète la constitution d'un écosystème juridique spécialisé dans les litiges institutionnels à fort impact, souvent utilisé pour empêcher que des gestes administratifs ne se consolident en tant que précédent normatif. Ce type d'action ne dépend pas seulement de la clarté de la législation, mais aussi de la capacité à mobiliser rapidement et précisément les mécanismes de contrôle judiciaire. La rapidité avec laquelle l'action a été déposée, ainsi que le choix d'une plaignante ayant une légitimité au Congrès, démontrent une stratégie soigneusement élaborée pour maximiser l'efficacité du processus et éviter que l'épisode ne soit traité comme un simple bruit administratif. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des affaires, même lorsqu'elles semblent périphériques, sont traitées avec une attention particulière par les juristes et les analystes institutionnels. L'histoire récente des litiges impliquant des tentatives de modification de monuments publics, tels que des changements sur des plaques commémoratives, des réinaugurations de bâtiments fédéraux ou des ingérences dans des musées nationaux, montre qu'il existe une sensibilité croissante à l'égard de l'utilisation stratégique de la symbolique étatique. Ces gestes, même s'ils semblent ponctuels, peuvent être utilisés comme des instruments de reconfiguration narrative, cherchant à associer des institutions de longue date à des dirigeants récents ou à des courants idéologiques spécifiques. Cette pratique, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, tend à affaiblir les fondements de la neutralité institutionnelle qui soutiennent les espaces de mémoire publique dans les démocraties représentatives. Selon les statuts qui régissent le Kennedy Center, toute modification importante de sa structure nécessiterait, directement ou indirectement, l'accord du Congrès. Cette exigence n'est pas seulement une formalité, mais une garantie contre l'utilisation abusive de l'appareil public à des fins de promotion personnelle ou de révisionnisme. Le remplacement du nom de l'institution sans cette approbation est contraire à ce principe et a donc été interprété par les juristes comme une tentative d'étendre, par des voies administratives, une autorité qui ne relève constitutionnellement ni de l'exécutif ni des conseils nommés. Cette interprétation a été renforcée par le fait que, même avec un vote prétendument unanime, il n'y a eu aucun enregistrement transparent du processus, ni aucune documentation prouvant que tous les membres ont pu exercer pleinement leur droit de délibération. La dissimulation de la dissidence, dans ce cas, constitue un élément central de la controverse.
En outre, la composition même du Conseil du Kennedy Center, dont la structure hybride comprend des nominations politiques et des mandats législatifs, révèle un modèle institutionnel sensible à l'équilibre entre la représentation publique et la gestion technique. Cet équilibre est rompu lorsque la dynamique interne du Conseil est instrumentalisée pour mettre en œuvre des décisions lourdes de conséquences sans la transparence requise. La judiciarisation de l'affaire repose donc sur la thèse selon laquelle la décision viole non seulement le contenu de la norme, mais aussi l'esprit du système de frein et contrepoids qui régit les relations entre l'exécutif, le législatif et les organes liés. L'argument présenté par les auteurs de l'action vise à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un différend entre interprétation administrative, mais d'un détournement de la finalité institutionnelle ayant des répercussions sur l'autorité du Congrès. Ce type de tension s'était déjà manifesté dans des épisodes précédents, tels que les tentatives You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. sur l'utilisation de fonds publics pour l'installation de monuments à la valeur controversée. Dans tous ces cas, la question centrale n'était pas seulement le contenu des décisions, mais le processus par lequel elles ont été prises. L'absence de mécanisme formel de délibération, le recours à une majorité nommée sans contradiction et la tentative de consolider les changements par des actes administratifs sont des éléments récurrents dans ces controverses. La réponse institutionnelle à ce schéma a été une judiciarisation rapide par des organisations expérimentées en matière de litige constitutionnel, qui cherchent à établir des précédents capables de renverser ou au moins de contenir l'expansion de pratiques similaires. Selon l'analyse des juristes qui suivent l'évolution de l'affaire, l'un des points les plus sensibles est la possibilité que, même après une décision judiciaire favorable à l'annulation du changement, il y ait une résistance à l'exécution immédiate de l'ordonnance. Cette hypothèse est considérée comme plausible à la lumière d'épisodes antérieurs où des décisions judiciaires ont été retardées ou ont fait l'objet de tentatives de réinterprétation de la part d'acteurs administratifs. Cependant, il existe également des précédents dans lesquels l'insistance judiciaire, par le biais d'ordonnances successives et renforcées, a fini par imposer le respect des mesures légales. Cet historique renforce l'argument selon lequel l'efficacité des normes dépend non seulement de leur clarté textuelle, mais aussi de la capacité des institutions à garantir leur application pratique, même face à des acteurs résistants. C'est là que se manifeste l'importance des canaux de suivi public et du journalisme d'investigation axé sur le suivi de ces conflits institutionnels. Des cas comme celui-ci révèlent non seulement des faiblesses normatives, mais aussi la résilience des mécanismes de contrôle démocratique. Le débat qui suit la judiciarisation de la tentative de renommer le Kennedy Center ne se limite pas au domaine juridique. Il touche à la confiance dans les institutions et à l'attente que les normes établies par des voies légitimes soient respectées, indépendamment de la conjoncture politique. En ce sens, des initiatives de couverture constante et d'analyse contextualisée sont essentielles pour comprendre la profondeur des transformations en cours et identifier des schémas qui, bien que subtils à l'origine, peuvent reconfigurer les bases opérationnelles du système démocratique au fil du temps. Il est donc important de continuer à suivre de près des cas comme celui-ci, en prêtant attention aux dynamiques institutionnelles en jeu. La valeur d'un média engagé dans ce type de couverture réside précisément dans sa capacité à rassembler des informations, à établir des liens et à présenter au public le contexte qui passe souvent inaperçu dans les registres officiels. Lorsque des décisions sont prises sans débat public ni fondement juridique, le risque ne réside pas seulement dans la décision elle-même, mais dans la normalisation de pratiques qui échappent aux mécanismes de contrôle. Rester attentif à ces mouvements est un moyen de renforcer la compréhension critique du fonctionnement des institutions et de ce qui est en jeu lorsqu'elles semblent agir en dehors de leur cours naturel. À partir de documents publics et d'analyses menées par des experts en droit public et en gouvernance institutionnelle, la controverse entourant la tentative de changement de nom du Kennedy Center a été examinée sous différents angles. Pour certains interprètes du système juridique,
cet épisode constitue une violation directe d'une norme fédérale spécifique, dont la formulation est considérée comme sans équivoque et restrictive. Selon cette interprétation, la législation qui protège l'identité de l'institution n'autorise aucune modification, qu'elle soit symbolique, partielle ou associative, ce qui rendrait l'initiative incompatible avec le cadre juridique en vigueur. Dans ce cadre, le rôle du pouvoir judiciaire serait strictement de rétablir la légalité en garantissant le maintien du nom original et en évaluant les éventuelles conséquences administratives découlant de la tentative de modification. Cette position part du principe que le système institutionnel dispose d'une capacité suffisante pour faire respecter la norme, même lorsque cela implique de faire face à des pressions politiques importantes ou à des agents publics de grande envergure. Dans un sens différent, certaines analyses reconnaissent l'existence et la clarté de la norme, mais déplacent l'attention vers les effets produits par la judiciarisation récurrente des décisions administratives motivées par des conflits politiques. Selon cette approche, même si chaque procédure prise isolément est fondée sur la légalité, la répétition de ce type de conflit peut compromettre la perception publique de l'efficacité et de la stabilité du système. Le point central n'est plus l'infraction spécifique, mais le constat que les mécanismes internes de contention n'ont pas agi de manière préventive, permettant à la controverse d'atteindre la sphère judiciaire. Dans cette perspective, le litige n'est plus seulement un instrument de correction ponctuelle, mais est désormais interprété comme un signe de faiblesse structurelle lié à l'exposition des institutions publiques à des agendas particuliers rendus possibles par des arrangements de nomination politique. Les analystes qui partagent cette lecture observent que le Kennedy Center, malgré sa fonction culturelle reconnue, fait partie de la structure publique fédérale et, pour cette raison, est sujet à des conflits impliquant l'identité symbolique, le discours institutionnel et le contrôle décisionnel. Lorsque des décisions ayant un impact important sont prises par des conseils composés majoritairement de personnes nommées pour des raisons politiques, sans garantie cohérente d'équilibre ou de participation effective de représentants liés au pouvoir législatif, des questions se posent quant à la suffisance démocratique du modèle de gouvernance adopté. Cette critique ne se limite pas aux cas spécifiques, mais s'étend à d'autres organismes fédéraux formellement autonomes qui opèrent dans des domaines peu définis de supervision et de responsabilité. Dans ce contexte, l'intervention judiciaire est considérée comme nécessaire pour contenir les excès immédiats, mais insuffisante pour faire face à des problèmes structurels plus profonds, liés à la transparence, à la responsabilité et à l'équilibre entre différentes formes de représentation institutionnelle. Le débat porte également sur l'interprétation du geste politique qui a motivé la tentative de renommage. Même si aucune motivation personnelle n'est explicitement attribuée au chef de l'exécutif, la série de décisions qui a abouti à l'approbation du nouveau nom présente des similitudes avec les modèles observés dans d'autres initiatives de reconfiguration symbolique de l'espace public. Ce modèle implique des efforts pour associer des bâtiments, des programmes ou des structures étatiques à des dirigeants contemporains, dans des contextes historiquement marqués par la préservation d'une mémoire institutionnelle neutre. Même lorsqu'elles sont ultérieurement annulées, ces initiatives ont tendance à produire des effets durables en inscrivant certaines figures dans l'imaginaire collectif par le biais de références institutionnelles. Cette dynamique devient particulièrement sensible lorsqu'elle concerne des institutions culturelles ou commémoratives, dont la mission centrale est la préservation de l'héritage historique de manière impartiale, surtout lorsque leur identité est protégée par une législation fédérale spécifique. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les répercussions plus larges de cette controverse. Certains spécialistes de l'administration publique estiment que cet épisode pourrait encourager des révisions normatives visant à renforcer la gouvernance des conseils administratifs avec une plus grande participation des représentants élus et des exigences plus strictes en matière de transparence dans les processus décisionnels. D'autres, cependant, considèrent que la résistance à la judiciarisation des décisions administratives dans un contexte de polarisation intense pourrait limiter la viabilité de réformes institutionnelles plus profondes.
Dans ce scénario, les développements dépendront non seulement du contenu de la décision judiciaire, mais aussi de la manière dont les différents pouvoirs interpréteront leurs responsabilités dans la préservation des fondements qui soutiennent le fonctionnement de l'État. La possibilité que d'autres institutions culturelles ou mémorielles soient confrontées à des initiatives similaires reste ouverte, surtout si le système ne démontre pas une capacité claire de réponse et de dissuasion. La tension révélée par cette affaire dépasse la distinction entre légalité et irrégularité administrative, impliquant la manière dont les normes explicites sont soumises à des interprétations façonnées par des intérêts politiques circonstanciels. L'exploitation des lacunes procédurales, la composition stratégique des collèges et la fragmentation des mécanismes de contrôle lorsqu'elles sont combinées, mettent en péril la stabilité institutionnelle. Même si la tentative de renommer le Kennedy Center venait à être annulée, cela n'éliminerait pas la possibilité de nouvelles tentatives sous des formes différentes, précisément parce qu'elle expose la dépendance du système à l'égard des réactions externes pour contenir les décisions internes qui dépassent ses attributions. La limite entre l'autonomie institutionnelle et la soumission à la législation supérieure reste une frontière en permanence contestée. Cet ensemble de facteurs indique que le suivi de l'épisode doit aller au-delà de l'issue judiciaire immédiate, en intégrant les effets cumulés qu'il projette sur la gouvernance publique. La manière dont le pouvoir judiciaire se positionnera face à la tentative de changement de nom du Kennedy Center sera observée comme une référence pour les situations futures, en particulier celles qui concernent la mémoire publique et l'identité institutionnelle. Même si la décision établit un précédent formel, son impact durable dépendra de l'interprétation publique des événements, du rôle joué par les médias et de la capacité des institutions à réaffirmer les principes qui guident leur action. Dans cette optique, la controverse dépasse la discussion sur les nomenclatures et s'impose comme un test pertinent des limites du pouvoir au sein de l'État. C'est pourquoi suivre attentivement les épisodes de cette nature, en tenant compte de leurs multiples ramifications, s'inscrit dans un effort plus large, visant à comprendre comment les institutions s'adaptent sous la pression et quels mécanismes font preuve de la plus grande résilience. L'analyse continue de ces conflits contribue à la construction d'une mémoire critique, fondée sur le contexte et l'approfondissement, sans recourir à des interprétations hâtives ou simplistes. Dans le contexte actuel, comprendre ce qui est réellement en jeu exige d'aller au-delà de la surface des événements, ce qui demande du temps, de l'attention et la volonté d'observer un système en constante transformation.